cérémonie de lecture du Coran commémorant le 4e anniversaire du décès de la mère du guide spirituel des Ansar, Assaid Chérif Ousmane Madani Aïdara, est l'unique et principal titre de ce journal. Bonsoir à tous et merci de votre constante fidélité à nos programmes. Bienvenue dans ce journal de 18h. Comme je vous l'annonçais en début de ce journal, la mosquée chérifienne en commune 1 du district de Bamako a servi de cadre à une grande cérémonie de dévotion à travers la lecture du Saint-Coran, organisée par la Fédération Ansardine Internationale à travers la commission Oudou, sous l'égide du fils du guide spirituel des Ansar, Assaid Chérif Ahmed Tidjane Aïdara. La cérémonie a vu la forte présence des Ansar et sympathisants venus de divers horizons. Samaïra Sanro et Baba Keïta y étaient pour Chérif la télévision. Suivant. Par cet acte de dévotion, la Fédération Ansardine Internationale, à travers la commission Oudou, respecte une tradition de spiritualité. Elle consiste à réunir les fidèles musulmans autour du livre sacré qui est le Saint-Coran. Par cet acte, les Ansareux sympathisants implorent la grâce divine pour rendre hommage à Feu Adja Bastan Traoré, dite Abba, mère du guide spirituel des Ansar, Assaid Chérif Ousmane Madani Aïdara. Nous nous retrouvons cet après-midi dans la grande mosquée chérifienne dans le cadre de la traditionnelle lecture coranique à l'endroit de notre grand-mère Adja Bastan Traoré, la maman de notre guide Assaid Chérif Ousmane Madani Aïdara, qui nous a quittés il y a de cela quelques années. Comme vous l'avez si bien dit, c'est vraiment une tradition. Hier soir, c'était la soirée de prêche et cet après-midi, les membres Oudou de la Fédération Ansardine Internationale sont en train de lire le Coran à plusieurs reprises, plus plusieurs bénédictions. Voilà, ainsi que les sacrifices de toutes sortes à l'endroit de notre grand-mère, afin que son âme puisse reposer en paix éternellement, ainsi que tous nos défunts Al-Bayt et tous nos défunts shérifs, tous nos défunts musulmans. Lire le Coran est un devoir pour tout bon musulman. Le faire en pareille circonstance est encore bénéfique. D'où l'engagement des organisateurs à pérenniser cet acte de grande portée spirituelle. Tenu annuellement le lendemain de la grande nuit des prêches dans la grande mosquée du guide spirituel des Ansar, Assaid Chérif Ousmane Madani Aïdara, l'événement est témoigné par les fidèles dont le nombre s'accroît d'année en année. Cette grande dame, tout ce que nous faisons pour elle, nous le faisons pour nous-mêmes. Voilà, parce qu'à cause d'elle, nous sommes sûrs et certains que Dieu peut vraiment exaucer tous nos vœux les meilleurs. Cette lecture coranique a une portée spirituelle. C'est vraiment une recommandation prophétique. Voilà, parce que le prophète, même paix et salut sur lui, n'a cessé de faire la ziara, n'est-ce pas, à la tombe de Médine. Afin de prier pour les défunts musulmans et de demander au bon Dieu d'exaucer ses vœux à cause de ces défunts-là. Par la même occasion, les responsables de la Fédération Ansardine Internationale se réjouissent de la tenue correcte de cet événement qui se tient simultanément dans tous les pays où résident les Ansar. Nous ne pourrons en tout cas terminer nos propos sans pourtant adresser nos vifs et sincères remerciements à la Fédération Ansardine de façon générale, surtout la commission d'organisation qui ne ménage aucun effort pour l'organisation vraiment de ces différents événements. Et à cela s'ajoutent aussi les personnalités qui, de loin ou de près, nous viennent en aide afin de l'organisation reçue de ces différents événements. Venus en nombre important pour être témoins de cette cérémonie spirituelle, les fidèles musulmans en grande partie des Ansar ont mis le moment à profit pour implorer le pardon et la grâce divine à travers la lecture du Saint-Coran à maintes reprises, suivi des Dalaïul Khairat, des zikrs et des sourates Yashin. La lecture des bénédictions finales fermant le chapitre de la lecture du Coran, 2 minutes de solennité accordées aux fidèles pour des aspirations personnelles, le tout couronné d'une prière collective ont été d'autres temps forts de la cérémonie.
Nous restons à Bamoni Djangnebougou. Le président de la Fêtière islamique du Mali a reçu des dons de la part de la société Tebaka. Les responsables de la dite société ont saisi l'occasion pour solliciter les bénédictions des Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara afin que leur société prospère. Amadou Kamara pour le commentaire. Par cette visite, les responsables de la société Tebaka, un produit made in Mali, viennent présenter leurs produits au président de la Fêtière islamique, du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel des Ansar, son éminence à Seyed Chérif Ousmane Madani Haïdara. Occasion saisie par les visiteurs pour remettre une importante quantité du dit produit à son éminence à Seyed Chérif Ousmane Madani Haïdara. C'est devenu une habitude. Chaque année, nous venons rendre visite le shérif afin de lui donner des cadeaux concernant le thé et puis de lui présenter notre produit. Donc, il est devenu comme un ami de la société Tebaka. Donc, nous demandons les prières également et en même temps le thé que nous lui donnons effectivement afin de partager à ses partisans. Donc c'est ça qui nous amène ici aujourd'hui. C'est une visite de courtoisie. Effectivement, comme d'habitude, à chaque fois que nous venons, nous sommes accueillis chaleureusement et puis avec beaucoup de respect et puis tout ce que nous voulons. Et puis quand tu viens chez lui, tu te sens très bien à l'aise et puis tu te sens comme chez toi. Vraiment, nous sommes très satisfaits. Il nous a accueillis comme il le faut. Et puis, il a fait ses bénédictions pour le Tebaka. Effectivement, le Tebaka, comme nous l'avons toujours dit, c'est un très bon thé en matière de qualité. Et puis, c'est très bon pour la santé. Donc, nous appelons à tous les Maliens, à tous les partisans de Chérif Haïdara également, de consommer le Tebaka. Car c'est un très bon thé. Quand tu le consommes, tu n'auras pas encore le goût de consommer un autre thé. Donc, le thé, d'ailleurs, c'est, comme je l'ai dit, c'est bon pour la santé. Mais il y a, par exemple, notre thé, quand tu le prépares, le premier, le deuxième, le troisième, si tu le fais, le thé infusé, tu peux même préparer jusqu'à quatrième. Vous verrez la couleur du thé, il n'y a pas de problème. Le goût également, ça, on n'en discute même pas. Donc, nous appelons à tous les Maliens et les Maliennes de consommer le Tebaka pour leur bien-être et pour leur santé. À noter qu'en plus de la présentation du produit, les responsables de la société Tebaka étaient venus également demander des bénédictions du président de la Fêtière islamique du Mali pour le bon écoulement de leurs produits. Très ému de les accueillir, le guide spirituel des Ansar, Seyed Chérif Ousmane Madani Haïdara, a félicité et remercié ses responsables pour cette belle initiative avant d'exprimer ses sentiments de satisfaction et de joie en prodiguant des précieux conseils et bénédictions à leur endroit. La Fédération des associations islamiques du Burkina Faso a initié une conférence d'information à l'intention des imams sur le nouveau code des personnes et de la famille. La rencontre s'est tenue à Bobo-Dioulasso dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie de la région de Guriko. Commentaire signé Al-Amidou Badini. Sous le leadership éclairé du capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, le gouvernement burkinabé a entrepris des réformes majeures dans les différents secteurs de la vie de la nation afin d'instaurer une véritable souveraineté. Parmi ces réformes figure le nouveau code des personnes et de la famille. C'est justement dans ce cadre qu'intervient la présente formation à l'initiative de la FAIB, entendez par là la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso. Nous avons invité des représentants de presque toutes les grandes associations qui sont dans la salle, qui vont donc écouter et recevoir cette formation. Vous savez que c'est le code des personnes et de la famille encadre généralement notre vie. C'est pour pouvoir mettre en pratique de cela, il faut d'abord comprendre ce que c'est que le code des personnes et de la famille. Alors donc, nous sommes là ce matin pour que les conférenciers puissent former nos fidèles sur cette question, qui vont à leur tour être relayés
disons, les formations aux autres qui n'ont pas eu la chance d'être là avec nous. Nous allons demander à toutes les associations, à chaque association d'organiser la même formation au sein des associations. Et qui seront les animateurs donc, de ces formations? Ce sont les représentants qui sont là et qui vont jouer ce rôle. La conférence est animée par un spécialiste du domaine qui a éclairé les lanternes des imams sur les innovations clés du nouveau code des personnes et de la famille. L'exposé va se focaliser essentiellement sur les innovations clés du nouveau code des personnes et de la famille, allant de la reconnaissance du mariage religieux, les questions de succession, les questions de divorce, également la vie harmonieuse dans le couple ou dans les foyers. Jusqu'à ce que ce code rentre en vigueur, les mariages religieux coutumiers n'étaient pas reconnus. Voilà. Mais avec ce code, si les époux respectent les conditions de la reconnaissance, les mariages pourraient être reconnus et avoir les mêmes effets, les mêmes conséquences que le mariage célébré devant l'officier d'état civil. Également au niveau de la succession, jusqu'à l'entrée en vigueur de ce code des personnes et de la famille, la succession était dévolue principalement aux enfants et les parents, les pères et mères sont écartés lorsqu'il y a ne serait-ce qu'un seul enfant. Mais avec le nouveau code, même en cas d'enfant du défunt, les pères et mères viennent dans la succession et à leur part qui leur reviennent conformément au nouveau code des personnes de la famille. Mettre les leaders religieux en phase avec les nouveaux textes, tel est l'objectif premier de cette conférence publique, saluée à juste titre par les participants. Donc nous sommes là ce matin pour participer, pour pouvoir vraiment connaître en tout cas les nouvelles décisions qui ont été vraiment prises par l'État burkinabé, pour qu'on puisse aussi vraiment informer notre communauté aux mesures de nos possibilités. C'est possible aussi prendre aussi vraiment les précautions pour qu'on puisse être vraiment dans l'actualité avec vraiment les nouvelles décisions. Donc on pense que vraiment ce genre de rencontres c'est vraiment important pour nous et on demande ça aussi vraiment même pas pour ces genres de rencontres mais peut-être pour d'autres rencontres aussi pour d'autres sujets. Au niveau vraiment de la communauté musulmane en général au Burkina Faso. Les responsables de la FAIB ont invité les imams de la région du Guirico à partager les connaissances acquises au cours de la formation avec l'ensemble de la communauté musulmane à la base. Actualité hors de nos frontières à présent commentée par Moussa Fomba. Massacre de Thiaroye, 81 ans après, le travail de vérité toujours en cours. Ce 1er décembre, le Sénégal a commémoré l'une des pages les plus sombres de son histoire. Le combat pour la mémoire de Thiaroye est un combat pour l'âme du Sénégal et pour l'âme de l'Afrique, a insisté le président Bassirou Diomaye Faye lors de la cérémonie d'hommage. Ce jour de recueillement a pris une dimension résolument panafricaine. Le président gambien, le vice-président ivoirien ainsi que le président de l'Assemblée nationale togolaise étaient présents à la commémoration. Plusieurs autres pays africains ont dépêché des délégations de haut niveau. Le chef d'État a annoncé qu'une stèle serait érigée entre le camp de Thiaroye, le lieu de drame, et le cimetière où reposent les dépouilles, afin de réunir les deux lieux de vérité. Le chemin de la vérité a été long, mais plusieurs pas ont été franchis, a rappelé le président sénégalais. Des fouilles archéologues sont en cours. Le livre blanc du massacre, fruit d'un travail scientifique rigoureux, a vu le jour. La France, par la voix de son président, a enfin reconnu le massacre. Le 1er décembre 1944, au petit matin, l'armée coloniale française a ouvert le feu sur des tirailleurs africains, vétérans de la Seconde Guerre mondiale, au camp militaire de Thiaroye, près de Dakar. Ces hommes d'anciens prisonniers de guerre rapatriés réclamaient le paiement de leurs soldes et indemnités qui leur étaient dus après avoir versé leur sang pour la France. Le Nigeria a annoncé le 1er décembre 2025 avoir accordé l'asile politique à Fernando Diaz, candidat de l'opposition à la présidentielle du 23 novembre en Guinée-Bissau. Le scrutin avait été brutalement interrompu 3 jours plus tard par un coup d'état militaire ayant renversé le président sortant Umaru Sissoko Embalo. Selon Abuja,
Cette protection vise à éviter une escalade dans une crise déjà explosive. Fernando Diaz affirme avoir remporté l'élection et accuse Umaru Sissoko Embaló d'avoir organisé le putsch pour empêcher l'annonce des résultats alors que le dépouillement était presque achevé. L'opposant dit avoir échappé à une tentative d'arrestation avant de se cacher, puis de retrouver refuge au Nigeria. Parallèlement, le président déchu, brièvement arrêté le jour du putsch, puis exfiltré vers le Sénégal, a rejoint Brazzaville où il devrait demeurer. Goodluck Jonathan, ancien président nigérian et chef de la mission d'observation électorale régionale, appelle la junte à publier sans délai les résultats. Après un entretien avec le président Bola Tinubu, il a qualifié les événements à Bissau de coup d'État symbolique, dénonçant l'arrêt brutal du processus démocratique. Madagascar poursuivra en justice l'ex-président Ange Rajouel selon des médias. Un mandat d'arrêt international serait à l'étude alors que l'ancien chef de l'État se trouve toujours à l'étranger, a annoncé la nouvelle ministre de la Justice auprès d'un média étranger. Toute personne impliquée dans des infractions fera l'objet de procédures, incluant explicitement l'ex-président, a confirmé la ministre de la Justice. Ces poursuites annoncées interviennent dans un contexte de transition politique marqué par le départ de Rajouel. Après plusieurs semaines de contestation, la démarche judiciaire pourrait s'avérer complexe en raison du statut de l'ancien chef de l'État comme ressortissant français. L'ex-chef d'État a quitté Madagascar le 12 octobre dernier avec l'appui de la France à bord d'un avion français selon la presse. Le doute plane sur sa localisation actuelle, certains médias évoquant Dubaï où il aurait placé des avoirs, mais aucune source officielle n'a communiqué sur sa localisation précise à ce jour. Le règne de Volodymyr Zelensky en Ukraine a pris fin après la démission de son chef de cabinet Andrei Yermak, a déclaré à l'agence d'information russe TASS le politologue et expert en relations internationales Volodymyr Karasev. Washington voit en Rustem Umerov, secrétaire au Conseil national de sécurité et de défense, un candidat qui, entre autres, œuvrerait à un règlement pacifique avec la Russie, a souligné l'expert. Le 30 novembre, des négociations américano-ukrainiennes se sont tenues dans le sud de la Floride. La délégation américaine comprenait l'envoyé spécial du président Steve Witkoff, le sénateur Marco Rubio et le gendre du président Jared Kushner. La délégation ukrainienne comprenait notamment le secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense Rustem Umerov et le premier vice-ministre des Affaires étrangères Sergei Kislissa. À l'issue de la réunion, Marco Rubio a déclaré que les discussions avaient été constructives, mais qu'il restait encore beaucoup à faire. Washington donne carte blanche à Umerov pour travailler au sein du groupe de négociation, remplaçant ainsi Yermak. Je tiens à souligner que ce n'est pas Volodymyr Zelensky qui remplace Yermak par Umerov dans les négociations, mais bien Washington. Zelensky se contente de saluer la position de l'organisation et nous pouvons constater que si le processus de négociation selon la ligne Washington-Kiev-Moscou aboutit, Umerov, en coordination avec Washington, annoncera la nécessité d'élections et se présentera de facto comme candidat à la présidentielle ukrainienne, a déclaré Karasev. Selon l'expert, l'ère du régime Volodymyr Zelensky s'est achevée avec la démission de Yermak. Désormais sans aucun soutien au sein de son entourage, il ne peut que tenter de se maintenir au pouvoir. Parallèlement, Londres voit en Valery Zaluzhny, ancien commandant en chef des forces armées ukrainiennes et actuel ambassadeur d'Ukraine au Royaume-Uni, un candidat potentiel à la présidence du pays. Il est perçu comme un dirigeant susceptible d'alimenter l'escalade du conflit. Pour éviter un tel scénario, Washington envisage la candidature d'Umerov. Comme le souligne Karasev, pour saper les initiatives de paix et accroître les tensions, Londres pourrait tenter de mener des attaques terroristes de grande envergure, tant en Ukraine qu'en Russie, ce qui risque de ralentir le processus de négociation. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous.